Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On fait le débrief rapide. Je pense qu'on va pas prendre non plus 35 minutes pour faire le débrief de ce tour de Sicile, le tour de Sicile. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant ces 4 jours de course. On va surtout parler des tops et des flops de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment la présentation de l'Amstel Gold Race, notamment la MotoGP qui va sortir lundi, mardi. Il va y avoir beaucoup de contenu la semaine prochaine, parce qu'il va y avoir notamment la moto, il va y avoir le Tour des Alpes, il va y avoir la Flèche Wallonne, la présentation de la Flèche Wallonne, la présentation de Liège, le débrief de Liège. Donc voilà, il y aura pas mal de contenu la semaine prochaine. Puis moi, je commence aussi à préparer le Giro. Parce que ça arrive vite, il y a 3 semaines avant le Giro, donc voilà, je commence ma période de préparation du Tour d'Italie, parce que là aussi, il y a du contenu à préparer, donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses là dans les jours à venir. Puis commencer à tenter d'écrire un podcast pendant les petits trous que j'ai, donc je vais avoir des bonnes semaines là, dans les 3-4 semaines à venir vont être très chargées. N'hésitez pas également donc à rajouter la petite cloche si vous voulez soutenir la chaîne, et si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, et puis abonnez-vous aussi, ça c'est très important. Et puis TikTok, EPS 2.0 également sur Spotify, Deezer, Amazon, enfin sur la totale. Course toujours intéressante, le Tour de Sicile. C'est une course où on découvre parfois des talents. Alors cette année, pas beaucoup. Il n'y a pas eu vraiment de coureurs, peut-être à part le petit Monaco, de l'équipe d'Émilie-Romagne, et encore, bon, il était déjà un peu, enfin moi je le connaissais déjà un petit peu avant. Il n'y a pas eu beaucoup des coureurs de Continental qui ont réussi à se montrer. L'année dernière, par exemple, on avait vu Milosevic, qui à l'époque était tout jeune, qui est maintenant à la Bahreïn. Il y a 2 ans, on avait vu aussi un peu des découvertes, des mecs qui faisaient des top 10 ou des trucs comme ça. Là, c'était un peu plus restreint sur cette épreuve du Tour de Sicile. Mais c'est une course toujours intéressante parce qu'elle permet de se tester. Il n'y a pas une grosse opposition, donc pour les coureurs qui viennent, ça permet de se tester, ça permet de voir où on en est, et ça permet de revenir au top. C'était le cas pour un coureur kazakh. Par contre, c'est toujours très inquiétant si t'es pas dans le coup, parce que si t'es dans le coup, bon, c'est rassurant, mais pas beaucoup plus, parce qu'après, il faut attendre de voir ce que ça donne face à une opposition plus forte. Alors que quand t'es vraiment pas dans le coup, bah là c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que c'est un peu craignos pour toi, et donc c'est une course où il faut vraiment faire attention quand on n'est pas dedans, quoi. Parce que quand on n'est pas dedans, c'est souvent très très inquiétant, parce que la moitié des équipes qui sont au départ sont des équipes continentales. Alors cette année il y avait un peu plus d'équipes World Tour, parce qu'il y avait Jayco, il y avait Intermarché, il y avait Bahreïn, il y avait UAE qui était présente au départ. Puis il y avait en deuxième division les équipes italiennes, Eolo, Coratec. Il y avait également la Bardiani, enfin la Green Project Bardiani. Il y avait Tudor aussi et Bingol qui étaient au départ. Mais c'est toujours une épreuve où il faut quand même tenter d'être au top. Parce que si t'es pas dedans, il y avait Human Powered Half également, si t'es pas dedans, c'est toujours un petit peu inquiétant. Mais c'est vrai que cette année, le premier cours de Continental au général, il est loin, il est 21e. C'est Thomas Pesanti de la Beltrami. Et ensuite, c'est Alessandro Monaco qui est 24e au général. Et je crois que c'est lui qui a fait la meilleure place sur le sprint. Non, même pas. Je crois que c'était lui, je sais plus, dans l'étape de Victoria. Le mec qui a fait le meilleur sprint, c'était Andrea D'Amato de la Carrera, et Alessandro Motta également, qui était dans le top 10. Voilà. Pour vous faire un petit peu un résumé de ce Tour de Sicile, on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, le vainqueur de la dernière étape, vainqueur également du général, vainqueur de cette dernière étape où il y avait quand même 4000 mètres de dénivelé positif, un passage par l'Etna. Eh bien, c'est Alexei, pardon, j'allais dire Alexandro. Alexei Loutchenko, en fin de retour, Loutchenko, parce que c'est vrai que l'année dernière, ça n'a pas été une saison facile. Alors, c'était pas catastrophique parce qu'il s'en sort notamment sur le Tour de France.
ce qui lui sauve sa saison presque. Hein. Il y a un Mollard qui vient de partir. C'est le Tour de France où il prend la 8e place, même s'il il doit être à 10 minutes, un quart d'heure même, je pense. Je sais plus au général. Lutsenko, il est à 22 minutes, oui. Il était à 22 minutes, mais il prend quand même une 8e place. Ça sauve un peu sa saison parce que sinon le reste, il y a une 3e place à Malbin sur le Tour de Suisse et sinon le reste c'est pas top à part sa victoire, à part le début de saison, c'est-à-dire à partir de sa fracture de la clavicule qui arrive en février ou début mars. Et bien ensuite ça a été très compliqué pour lui parce qu'il a couru contre la montre pour tenter de revenir au top et c'était très très compliqué pour lui. Et bon, sur le Tour de France il s'en sort. Il est également dans le groupe qui se fait reprendre, je crois, sur les championnats du monde. Sur les championnats du monde, il est présent, mais il a été présent sur peu de courses. Et c'est vrai que même en ce début de saison, c'était pas foufou. Sur l'UAE Tour, il prend la 28e place seulement, alors même s'il avait fini 4e à Jebel Jaïst. Tour d'Oman, 19e, 6e de l'étape de Kouriyat. Et 11e d'Estrade Bianche, sur Tirreno il abandonne et donc c'est voilà un bon résultat pour lui ce Giro de Sicilia, surtout que il arrive juste avant l'enchaînement des classiques ardennaises. On sait que c'est un coureur qui peut potentiellement faire des résultats sur les Ardennaises, même si je l'ai pas mis parmi mes favoris pour l'Amstel, parmi les outsiders. Faut savoir que j'ai enregistré l'Amstel avant cette étape. Voilà, donc parfois il y a des surprises comme ça qui arrivent, mais il a été impressionnant sur cette étape-là. Et on sait que c'est un coureur voilà, qui a des qualités de puncher, qui est un très bon grimpeur, qui a beaucoup progressé dans sa gestion de course également par rapport à une époque où il était un petit peu foufou. Et là, sur la dernière étape, il a été très intelligent parce que il attaque au bon moment, il attaque à 25 bornes de l'arrivée. Il a collaboré avec Caruso, ils sont revenus sur son équipier qui était devant. Il a compris, je pense, assez vite que son équipier pouvait pas faire grand chose pour l'aider et puis il s'est dit faut que j'attaque et puis ensuite faut que je vois ce que ça donne derrière et ça s'est plutôt bien passé pour Lutsenko. Dans les 10 derniers kilomètres en plus il reprend pas mal de temps, même sur un Magnetiès qui était derrière en embuscade. Donc voilà, il a vraiment été très fort dans le final de cette étape. Et encore une fois, il y avait 4000 mètres de dénivelé positif sur cette dernière journée. Donc c'était du costaud. Et il fallait vraiment passer les bosses pour Lutsenko. Donc voilà, très, très bien de la part du coureur kazakh. 30 ans depuis l'année dernière. Puncher qui a quand même un profil assez atypique parce que 1m74, 74 kg, il n'est pas léger Lutsenko. C'est peut-être un peu ce qui lui manque même en haute montagne. Par contre, c'est ce qui lui donne un avantage sur des courses comme l'Amstel, la Flèche Wallonne, où c'est un coureur qui va être dangereux sur ces courses-là. Je pense à Liège, peut-être ça peut être un peu plus compliqué, mais sur l'Amstel, il a une bonne pointe de vitesse. Ça peut faire sa force. Et puis sur la Flèche Wallonne, cette année, c'est ouvert. Je l'ai dit, sur la Flèche Wallonne, il n'y a pas Alaphilippe, vous n'avez pas Valverde. Il y a Marc Hirschi, mais bon, on ne sait pas trop où il en est, Marc Hirschi, donc ça laisse quand même pas mal de place pour des coureurs pour aller tenter de chercher quelque chose en haut du mur de Huy. On pourrait avoir un vainqueur vraiment surprise en haut du mur de Huy, et Lutsenko est peut-être l'un de ceux qui peut être le plus intéressant, même si j'ai pas son... Qu'est-ce qu'il avait fait il y a 2 ans? Il avait pas fait, il avait fait 72e. Il a rarement été bon sur la Flèche Wallonne, du souvenir que j'ai, Lutsenko. Il a rarement fait des grands résultats sur cette course. On poursuit avec deuxième coureur au top, c'est Nicolo Bonifacio, vainqueur de l'étape numéro 2. Bonifacio, impressionnant sur ce sprint. Là aussi, ça fait du bien à sa formation, avec également la deuxième place de Luis Magnetiès, parce que on peut pas dire que le mois de mars a été facile pour cette formation, à part les 2 top 5 de Guermeil, sinon ça a été le vide complet. C'est vraiment une équipe qui a souffert sur le mois de mars après un gros début de saison. Et il fallait se relancer. Et le Tour de Sicile est une bonne course pour se relancer après une campagne de classique qui a été inférieure aux attentes, où ils ont été embêtés par des blessures, par des chutes. Voilà, sur Paris-Roubaix, c'était complètement l'hécatombe. Il n'y avait personne sur Roubaix, à part Lorenz Rex qui était dans l'échappée. Mais il était dans l'échappée parce qu'il n'y avait plus personne dans l'effectif.
Et là, ça a été important de se relancer. Alors, il y a eu la belle place de Luis Mentias au général qui finit deuxième de cette course derrière Lutsenko et qui est le seul à finir à moins d'une minute. Et puis, vous avez quand même Bonifacio qui a sorti un très gros sprint lors de l'étape 2. Pourquoi il sort un très gros sprint? Parce que dans les 10 derniers kilomètres, il est absolument seul. C'est-à-dire qu'il n'a aucun équipier pour l'aider, qu'il est devant très tôt en plus, parce que dans les 5 derniers kilomètres, il y avait pas mal de ronds-points. C'était pas c'était technique, mais c'était pas dangereux. C'est-à-dire que vous aviez pas mal de ronds-points. Il faut toujours se méfier un petit peu en Sicile, parce qu'en plus, les routes sont assez grasses, sont très glissantes. Je sais pas, c'est toujours comme ça en Sicile. C'est toujours très glissant. Donc faut toujours faire attention. Et lui il se retrouve devant très tôt. Là je me dis à ce moment-là c'est mort. C'est-à-dire que quand à 3 bandes de l'arrivée, je le vois quasiment en tête, en train d'emmener le groupe dans les virages, je me dis c'est fini. C'est-à-dire que quand tu es dans cette situation-là, tu ne peux pas gagner. C'est impossible de s'imposer. Et puis il a réussi à s'en sortir, parce qu'il y a du talent quand même chez Bonifacio, et puis surtout il y avait de la force parce qu'il fait un super sprint, 250 mètres, un petit peu en faux plat montant, faut les tenir. Donc ça c'est intéressant pour Bonifacio, et puis c'est tout bénef pour Intermarché, parce qu'il faut savoir que Bonifacio est au salaire minimum en World Tour. Il a été recruté à la dernière minute, parce que Bonifacio il était en partance de la Total, et il a réussi à trouver cette équipe, je dirais pas au dernier moment, mais presque, vraiment au mois d'octobre, et il a réussi à faire ça grâce à ce tour de passe-passe au niveau salaire. C'est en étant payé vraiment au minimum, et vraiment il s'en est très très bien sorti. Puis ça va le rassurer aussi, parce qu'il n'avait pas fait du tout un gros début de saison, 13e de la Classica de Almeria, qui était son meilleur résultat jusqu'à maintenant. Donc cette victoire va lui faire du bien. C'est sa 21e victoire chez les professionnels, et puis on rappelle qu'il va faire le Tour de Romandie, Tour d'Italie pour Niccolò Bonifacio. Il a fait qu'un seul Giro dans sa carrière. Il a 4 grands tours, 2 Tours de France, une Vuelta, un Giro. Il n'a pas fait beaucoup à 29 ans. Donc le Tour d'Italie. Et vu ce qu'il a montré, la forme va être pas mal. Après, il faudra voir quelle équipe il aura autour de lui sur cette épreuve, parce que on peut se débrouiller seul sur un Tour de Sicile, c'est quand même plus compliqué. Sur un Tour d'Italie, c'est quand même bien d'avoir un train pour être aidé dans ce genre de course. Et puis je termine avec la Tudor. Encore une très belle course de la Tudor. Alors déjà, on peut noter la belle 7e place de Yanis Voisard, le Suisse de 24 ans, qui est une des jeunes pépites de cette formation, qui lui est l'un des rares à être passé de Swiss Racing Academy à Tudor, et qui est un coureur qui est très intéressant, et vraiment une belle 7e place après une 4e place du côté de Ghiari dans cette dernière étape, vainqueur de l'Alpe Isère Tour l'année dernière, et une étape sur le Giro de Ciclisto d'Italia. Deuxième d'une étape également de l'Alpe Isère Tour. Il avait fini 5e de l'Istrian Spring Trophy. Donc voilà, c'est des résultats tout à fait intéressants, et c'est un coureur qui pour la première fois se retrouve en 2e division, et pour la première fois se retrouve avec au calendrier des grosses courses, parce que jusqu'à maintenant il n'avait pas des très grosses épreuves à son palmarès, mais il n'avait pas participé à des grosses courses non plus, à part le Tour de Suisse et le Tour de Romandie, où il était dans la sélection suisse à chaque fois. Il n'avait pas fait beaucoup d'épreuves dans sa carrière. Donc là, c'est vraiment important pour lui de prendre de l'expérience sur des courses un peu plus élevées, sur un niveau un peu plus élevé, et puis d'avoir encore des résultats sur ce type de course quand il a sa carte. Quand il peut avoir sa chance sur ce type de preuve, c'est bien de se montrer. Et là, il s'est montré, donc c'est une très bonne chose. Il sera sur le Tour de Romandie, Tour de Hongrie au mois de mai, qui sera l'objectif du mois de mai pour cette formation, qui ne sera pas présente sur le Tour d'Italie. Il faudra faire attention à eux sur le Tour de Hongrie, parce que c'est quand même une équipe qui viendra avec des bons coureurs, avec des objectifs. Donc ça peut être une équipe qui peut faire un très bon résultat. Et puis bien entendu, du côté de la Tudor, le numéro de Joël Sutter sur l'étape numéro 3, impressionnant, parce qu'il était dans une échappée qui était avec beaucoup de coureurs de Continental. Et on sait que les Continentales italiennes, c'est pas Saint-Michel, Mavic, Aubert 93, quoi. C'est un petit ton en dessous, souvent des jeunes coureurs qui sont dans ces équipes-là.
Donc c'est des équipes qui sont pas forcément des équipes de réserve, mais il y a beaucoup de jeunes coureurs. Il y a beaucoup de, en fait, en Italie, c'est presque certaines équipes ont presque le niveau de certaines équipes françaises de D1 en amateur. Donc c'est un niveau qui est plutôt faible. Il n'y a pas énormément de budget parfois dans ces équipes. Et c'est vrai que quand je vois cette échappée-là, je me dis, bon, même s'ils ont 2 minutes 30 d'avance à 25 bornes de l'arrivée, je me dis, ça va pas aller au bout parce que ils vont craquer dans les 20 derniers kilomètres. Et puis, bon, tu les vois, ils perdent pas mal de temps entre 20 km de l'arrivée et 10 km de l'arrivée. Derrière, ça met en route. Il y avait notamment UAE, mais d'autres équipes qui roulaient très très fort. Et là, je me dis, il y avait la Bahreïn, je crois aussi, qui roulait à ce moment-là. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, quoi. Ils ont perdu énormément de temps, même s'ils ont une minute d'avance à 10 bornes de l'arrivée, ça va pas le faire. Et puis, ils arrivent un peu à stabiliser l'écart. Et puis, je vois le Sutter, il part à 7 bornes. Et là, je me dis, c'est peut-être l'erreur parce que là, tu te retrouves seul. C'était quand même une étape qui était courte, certes, mais je me dis, c'est peut-être une erreur quand même. En plus, le dernier kilomètre est en bosse, il y a quand même 6-5%. En plus, tout le monde avait dit, c'était la fameuse bosse de l'année dernière qui était un sprint intermédiaire. Je me souviens que c'est une bosse qui est pas facile parce qu'il y a pas mal d'épingles, donc il y a pas mal de relances. Si tu arrives à bloc, ça va être compliqué. Et même si Joel Sutter est un bon coureur de contre-la-montre qui est passé l'année dernière chez UAE, je me dis, ça va quand même pas être facile pour lui. Et puis, il arrive à tenir. Derrière, ça se regarde un peu dans la montée, parce qu'en fait, il n'y avait plus beaucoup d'équipiers, tout le monde était un petit peu à bloc, et il s'en sort. Joel Sutter, il fait un sacré 10 derniers kilomètres quand même de Joel Sutter, un sacré numéro dans le final, parce que le dernier kilomètre était vraiment en bosse, et il a vraiment été très très fort, dans un style rouleur, c'est-à-dire sans lever ses fesses de la selle. Quasiment, mais il a été très très impressionnant de puissance. Et puis derrière, on s'est un peu regardé. Et à un moment, il y avait même Bonifacio qui a pris un relais. Donc c'était un peu le bordel derrière. Et il s'est imposé Joel Sutter. Donc belle semaine encore de la Tudor, qui accumule un petit peu les points. Faudrait quand on va faire un prochain épisode du maintien, on fera un petit point sur le classement peut-être de la Tudor, parce qu'ils ont fait vraiment Enfin, ils sont là, ça fait 15 jours en avril là qui sont vraiment très bons pour cette formation, avec Camp, avec De Klein aussi sur Milan-Turin, avec Camp sur la Brabançonne et le Région Pays de la Loire Tour, donc là un bon Tour de Sicile aussi. C'est bien ce que fait cette formation depuis quelques temps, même si le Tour de Sicile c'est pas beaucoup de points, et tu marques quand même 35-40 points UCI, et ça c'est intéressant également pour cette équipe dans ce classement pro de deuxième division, et puis ça peut permettre de récupérer des invitations. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, eh bien, je commence avec UAE. Pourquoi UAE? Je vais dire, victoire de Fischer Black le premier jour. En plus, il fait plutôt une belle étape. Il crée la cassure. C'est pas une mauvaise chose. Ils font gagner Fischer Black. Leur problème, c'est que ça s'est retourné contre eux le dernier jour. Cette victoire de Fischer Black, cette cassure, elle n'était pas prévue, la cassure. Pour Fischer Black, elle n'était pas prévue. Le leader, c'était Ulissi pour cette course. Il y avait un leader, c'était Diego Ulissi. C'était lui qui devait remporter le classement général de ce Tour de Sicile. Et puis donc, sur cette première étape, vous avez Fischer Black qui s'impose. Mais je me dis, Fischer Black, il va peut-être tenir le deuxième jour. Le troisième jour, déjà, faut voir comment ça roule dans le final. Puis je me dis, le dernier jour, de toute manière, c'est pas du tout pour lui. Donc, c'est pas lui le leader chez UAE. Et puis, en fait, quand j'ai vu le troisième jour qu'on roulait presque pour lui, je me suis dit, ils sont en train de faire une erreur. Ils sont en train de faire une grosse erreur, c'est de considérer qu'il va tenir le dernier jour, alors qu'il y a 4000 mètres de dénivelé positif. Si tu n'es pas un grimpeur, tu peux pas tenir. Il faut avoir des qualités de grimpeur. 4000 mètres de dénivelé positif, la montée de l'Etna, c'est compliqué si tu n'es pas un minimum grimpeur. Donc là, je me dis, ils font une erreur. Et puis, ça n'a pas... le dernier jour... En fait, ils veulent tellement garder Finn Fischer Black dans le top 3, alors que ils auraient pu mettre, je sais pas, Maika, qui semblait avoir des bonnes jambes, leader. Peut-être que Ulissi n'était pas au top, mais il y avait Maika. Maika, il avait des jambes très très bonnes sur cette course.
tu te dis, bon, il y a autre chose à faire que de mettre Fisher Black leader. Surtout que Fisher Black, on a vu à certains moments, il avait du mal même à tenir la roue de ses équipiers parce que ça roulait très très fort, parce que les équipiers voulaient rentrer. Et ça a été très compliqué. Et puis en plus, au sprint, il se fait battre par Albanese, ce qui fait que c'est Albanese qui monte sur le podium. Donc ils ont tout perdu. Et ça me rappelait, pour tout vous dire, il y a 2 ans, le Tour du Pays Basque, où vous avez à ce moment-là McNulty qui a le maillot de leader. Et ils font la même erreur. C'est-à-dire que McNulty, il décide que c'est McNulty le leader de l'équipe et que Pogacar, il va devoir travailler pour McNulty. Et c'est une erreur monumentale parce que Pogacar il a des très bonnes jambes. Ils se font contrer. Il y a Roglic qui part avec Gaudu. C'est le jour où Gaudu gagne son étape. Et ensuite, Roglic récupère le général parce qu'ils font cette erreur de se dire... Tiens, on va laisser le leadership à McNulty parce qu'il a été très bon sur le prologue et qu'il a vraiment fait des très bonnes choses ensuite derrière. Et c'était une erreur. Et là, ils ont recommis la même erreur du côté de chez UAE, c'est-à-dire que le leader de départ, qui était Ulissi ou Maïka, je pense que c'était plus Ulissi, comme les circonstances de course font qu'il est derrière un autre coureur, on décide que c'est le coureur qui est en tête qui sera leader alors qu'il n'a pas les capacités pour tenir. Et je pense qu'ils ont reproduit cette même erreur. Donc c'est pour ça que je les mets en flop parce que refaire, 2 fois la même erreur en 3 ans, c'est un peu dommageable. Et puis qu'il y avait moyen, je pense, au moins de suivre. Je pense que Maïka était en capacité de suivre Lutsenko. Alors peut-être pas de gagner le général, mais de suivre Lutsenko. Et si tu suivais Lutsenko, tu étais 2e du général. Donc ça aurait peut-être pu le faire pour l'équipe UAE. On poursuit avec un autre coureur, c'est Caruso. Caruso déclenche tout dans cette dernière étape, mais alors il finit 10e du général à 3,02. Alors déjà que l'année dernière, c'était un peu la seule course où il avait été performant Caruso, c'était ce Tour de Sicile, où il avait gagné en haut de l'Etna. Là, il s'est fait complètement contrer par Lutsenko, et puis il ne l'a pas vu venir celle-là. C'est-à-dire quand Lutsenko il a accéléré, il a regardé derrière sa roue, puis il s'est dit « Ah bah non, je suis à fond, il vient de me faire avoir comme un bleu ». Je me posais la question, je voyais Lutsenko faire de la patinette depuis 6-7 km en termes d'allure. Et alors que pourtant Lutsenko c'est plutôt un coureur qui a tendance à pas mal bouger des épaules. C'est quand il est à fond, ça bouge un peu dans tous les sens. Et là je me dis, Caruso, faut pas qu'il emmène Lutsenko parce qu'il va se faire contrer vu les qualités de puncher de Lutsenko. Soit il arrive à le lâcher, soit il faut qu'il arrête de collaborer parce que ça va pas le faire. Et ça ne l'a pas fait. Hein. Et puis en plus, Caruso, il a complètement explosé dans le final parce qu'il finit très loin. Il finit 11e de l'étape avec Samuel Zoccaretto. Donc il finit pas dans le groupe de poursuivants avec Kobe Gusson, Wassar, Donovan et Fisher Black par exemple. Il finit vraiment loin de ce groupe-là. Il finit avec Zoccaretto. Et ça, c'est vraiment pas top, quoi. Pour un coureur qui a lancé les hostilités, pour un coureur qui était leader du côté de la Bahreïn. La hiérarchie du côté de la Bahreïn, elle évolue. Landa, notamment, a repris du poil de la bête depuis l'année dernière. Gino Meder, qui fait un bon début de saison, là aussi, est remonté dans la hiérarchie. Par contre, Caruso, il redescend de plus en plus. Et là, je pense que vu la course qu'il a fait sur ce Tour de Sicile, on va débriefer du côté de la Bahreïn, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait maintenant un Caruso qui soit beaucoup plus équipier. Je ne sais pas qui est prévu dans cette équipe sur le Giro pour le moment, mais on prévoit Jack Haig, oui, et Gino Meder, je pense qu'il va faire équipier. Je pense que les 2 leaders ce seront Jack Haig et Gino Meder, et puis lui, il sera équipier de ces 2 coureurs-là. Puis vu qu'on emmène également Jonathan Milan peut-être pour les sprints, peut-être qu'il fera le travail également de rouleur pour les sprints de Jonathan Milan avec Jascha Sutterling. C'est pas une bonne nouvelle pour lui, ce résultat. Et puis c'est inquiétant quand même parce que le Giro c'est dans 3 semaines. Alors certes il va faire le Tour de Romandie derrière, mais il n'est pas en grande condition physique, quoi. Il en manque encore un petit peu pour Caruso. Puis je termine avec Cavendish. On a commencé par un Astana, on finit avec un Astana. Et du côté de Cavendish, on est un petit peu sur le même souci depuis le début de saison. Hein. Je crois que c'est peut-être l'année de trop pour Cavendish. Parce que là, la deuxième étape, c'était technique, mais c'était pas dangereux. Donc pour moi, un sprinter doit savoir frotter dans ce genre de conditions.
Sauf que il est au-delà de la 15e place, Cavendish, quand le sprint se lance. Donc il peut pas gagner 10 positions sur un sprint comme ça. Or, il venait quand même sur ce tour-là pour gagner. Il venait pas pour faire 11e du sprint. Il fait 11e du sprint. Et puis ensuite, le reste de la semaine, on ne l'a pas vu. Cavendish, mais bon, on est toujours dans la même situation. Lui aussi doit faire le Giro. C'est dans 3 semaines. Il n'a pas la condition physique pour faire le Giro pour le moment. Ça va être un carnage. Surtout que le Giro, il n'y a pas forcément... Alors, il y a un peu plus d'opportunités que sur le Tour de France et que sur le Tour d'Espagne. Mais quand même, c'est pas non plus foufou en termes de sprint. Parfois, il y a des petites bosses qui sont dans le final de certaines étapes. Donc Cavendish, et puis l'opposition va être bien plus forte que sur ce Tour de Sicile. Il n'y aura pas que Bonifacio sur le Tour d'Italie. Ça risque d'être un peu compliqué pour le coureur britannique. Et puis là, je pense que physiquement maintenant, c'est physiquement que ça ne suit plus pour le coureur britannique. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc n'oubliez pas, un peu plus tard dans la journée, le débrief de l'Amstel. Demain ou après-demain, je pense, mardi, il y aura peut-être également le débrief du triptyque de l'Est de la France. Donc Tour du Jura, Grand Besançon, Tour du Doubs. Il y aura également le Tour des Alpes pendant toute la semaine, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Donc le programme est chargé sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.